Super, nous sommes prêts, nous sommes prêtes, nous sommes de retour. J'ai ma petite tasse de thé. Merci pour votre patience. J'avais besoin de ça pour continuer. J'espère que tout le monde a eu une chance de s'étirer un peu, peut-être boire quelque chose ou manger quelque chose, et que vous êtes tous prêts à écouter l'histoire parce qu'elle est très très intéressante et assez inhabituelle. Alana, je pense que tu as eu une expérience assez unique avec ton diagnostic et tes traitements de suivi. Donc, on est impatient d'en entendre un peu plus. Euh, donc, je vais te laisser te présenter et partager ce que tu veux partager ou ne pas partager. C'est OK. On le dit déjà, Alana est également l'une de nos visiteuses du Coffee Chat, des discussions autour d'un café. Et donc, on le dit toujours quand on commence un Coffee Chat ici, si vous êtes dans un lieu sécurisé, votre histoire reste ici. Mais si vous ne voulez pas partager, c'est OK également. Si vous voulez juste écouter, c'est tout à fait d'accord. Tout le monde n'est pas toujours prêt à partager son histoire. Donc, j'apprécie énormément ce que tu vas partager avec nous. Je crois que tu avais des diapositives peut-être, Alana? Oui, je ne sais pas où elles sont, mais je crois que j'en ai. Je pense qu'on va les mettre à l'écran. Je crois que oui. J'espère que de votre côté, tout fonctionne. Oui, j'ai trouvé, c'est bon. OK. Je laissais les experts faire, mais très bien. Alana, tu peux y aller et je te rejoindrai après pour tes questions. OK. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié écouter Caroline juste avant, euh, qui partageait beaucoup de choses qu'elle avait à dire, qui ont vraiment résonné chez moi, avec lesquelles j'ai identifié, avec des expériences que j'ai connues. Et ma dernière année a beaucoup ressemblé à avec ce diagnostic de cancer. Ça a beaucoup semblé le, c'est un peu cette guerre vivante, tous les systèmes de logement, tous les déplacements dans la province où je suis. On m'a fourni beaucoup d'aide de ce côté-là. Et ça a fait une réelle différence au niveau des niveaux de stress généraux et de ne pas avoir tant de stress financier en traversant tout ça, quoi. Et elle avait beaucoup de choses à dire par rapport à survivre, la dette de survivant et d'avoir à gérer tellement de ces effets de PTSD, de stress post-traumatique qui peuvent suivre après un diagnostic pareil. Et beaucoup de choses que j'entends aujourd'hui sont vraiment focus sur ce que moi j'ai subi il y a un an, ce que j'ai traversé en tout cas. Et aujourd'hui, un an après, tellement de choses ont changé, tellement de choses ont bougé cette année, cette dernière année. Euh, Au début du diagnostic, je détestais le mot chemin, aventure, journey. Un chemin, c'est quelque chose que je choisis. Une aventure, c'est quelque chose que je choisis, comme une vacance. C'est plutôt, là, c'est plutôt une poursuite. C'est plutôt un trajet en voiture que je ne voulais pas. Enfin, en tout cas, quand on m'a diagnostiqué en septembre, j'avais 43 ans et c'était donc en 2024. Mais mon seul symptôme, en re-regardant en rétrospective, je me rends compte que je ressentais un certain nombre de symptômes qui auraient pu être attribués à tellement de choses différentes. Mais maintenant, quand je vois en rétrospective, j'en avais beaucoup. Mais bien sûr, vous ne dites pas directement ce diagnostic-là, juste avec les douleurs ou enfin, vous savez, un peu de sueur nocturne quand on a 40 ans. On ne se dit pas immédiatement. Enfin, donc, quand on m'a diagnostiqué, comme je l'ai dit, j'avais du sang dans mon urine et c'était en fait mon seul symptôme, en gros, en tout cas le seul qui était observable. Et je suis en Colombie-Britannique et j'ai découvert ça au travail. Et donc, je l'ai attribué au fait que ma carrière est un peu, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été diagnostiqué par chance, grâce à mon travail, avant que ça devienne un autre stade. Mais en tout cas, c'était vraiment limite. J'ai eu de la chance. Mais au moment de mon diagnostic, ma tumeur faisait, je crois, 9 centimètres à l'intérieur de mon rein. Elle avait, elle s'était étalée, elle s'était répandue vers mon sinus rénal et le haut de mon IVC, encore 9 centimètres de plus. Euh, euh, Par chance, ici, et c'est ce que vraiment Caroline a dit par rapport à l'assistance avec les déplacements et avec tout le reste, je suis à 4 heures
de notre grosse ville et de son hôpital universitaire. Et à cause de la complexité de ma maladie, tous mes traitements devaient se passer là-bas, dans cet hôpital. Ce n'était pas possible de le faire dans la zone rurale dans laquelle j'étais, et même dans notre hôpital régional, en fait. Et donc, dans cette année, j'ai eu un total de 16 voyages aller-retour minimum jusqu'à Vancouver, jusqu'à l'hôpital général de Vancouver où mon opération s'est déroulée, où tous mes rendez-vous, mes suivis d'oncologie, mes traitements toute cette année ont eu lieu. Donc voilà, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, un peu plus tard. Mais juste effectivement en y réfléchissant par rapport à cette assistance au déplacement et les services de logement que le BC Cancer Agency nous a fournis, mes dépenses personnelles sans soutien financier quelconque des deux ressources donc, que j'ai pu obtenir, du coup, ça aurait été au-delà de 21 000 dollars. Et ça, c'est si on perd pas son salaire, ça, c'est si l'aidant ou l'aidante aussi n'a pas une baisse de salaire et c'est sans compter leur nourriture à eux, à elles. Et donc, vraiment, tu as tapé dans plein mille quand tu disais 25 000 dollars. Voilà, c'est bien ça. Donc, effectivement, la difficulté financière sur la famille ou le poids financier dès le départ est vraiment significatif et peut vraiment endommager les gens, faire souffrir les gens, en particulier les gens qui commencent déjà dans une position économique déjà plus basse, plus faible. Euh, donc, quand j'ai été diagnostiqué, à partir du moment où j'ai été diagnostiqué jusqu'à l'opération, il y a eu 5 semaines et c'était absolument le pire moment de ma vie. Euh, Vous savez, j'ai eu beaucoup de douleurs à ce moment-là, de, à cause d'une cystite non contrôlée, mais très certainement à cause du cancer, puisque la douleur était beaucoup plus grosse qu'une cystite. Et quand on commence à avoir des symptômes, la maladie, en général, c'est là que cela soulève, ça me fait vraiment monter ce niveau de peur, ce niveau de stress, parce que c'est juste vraiment un rappel, voilà, que cette maladie est là, le cancer est là. Et donc, euh, j'avance un peu dans le futur, donc entre le diagnostic et à aujourd'hui, plus d'un an plus tard, ou donc lorsque j'ai des symptômes de quoi que ce soit, ça me renvoie vraiment à cette période de ma vie des 5 semaines et à toute cette peur et à tout ce PTSD, tout ce stress post-traumatique. Toutes ces choses reviennent assez vite avec des flashbacks, un peu avec des déjà-vus. Mais c'est quelque chose donc, voilà, c'est pour ça que je voulais me pencher sur l'aspect mental de la survivance, d'être un survivant, l'aspect de santé mentale. Juste hier, j'ai eu cette toux depuis 2 semaines. Voilà, vous l'entendez peut-être dans ma voix. Et donc, et je ressors d'un traitement en prednisone à haute dose ces 2 derniers mois aussi. Et donc, j'ai eu beaucoup de symptômes, beaucoup d'effets secondaires hier, ce qui m'a amené à fondre un peu. Et juste avoir un médecin qui m'a dit, vous avez juste un rhume. Mais vous auriez peut-être pu me dire que voilà, vous allez vivre et tout va bien. Euh, Parce que le soulagement que j'ai eu juste de cette docteur qui m'a dit, vous avez juste un rhume, ça aurait pu, c'est 10 fois plus dur, c'est 10 fois plus dur aujourd'hui que juste quand on me disait que j'avais un rhume dans le passé. Et c'est très clairement cet effet boule de neige de cette peur que j'ai pu avoir et que la maladie revienne en fait. Donc j'ai été diagnostiqué stade 3, grade 4. Euh, donc un très gros risque de resurgence de la maladie. Toujours cette petite bulle de peur qui est là au-dessus de ma tête, toujours. Et heureusement, j'ai aussi le contexte infirmier. Moi-même, j'ai travaillé là-dedans et donc je peux me créer une raison. Je peux aussi moi-même me faire sortir de cette peur parfois. Mais c'est très difficile, toujours quelque chose de très difficile à faire. Donc j'ai une bonne compréhension de comment le système de santé fonctionne. À cette époque, l'année dernière, comprendre les retards et tout le travail qui était en train de se faire derrière les rideaux, pour moi, euh, dans, pour essayer d'arranger le niveau de soins à haut niveau qui était nécessaire pour moi, que ce soit après l'opération, pardon, avant l'opération, en termes de donc avoir des spécialistes qui s'occupent de mon opération. Euh, je devais euh, je devais avoir un chirurgien hépatique et j'avais aussi un
un vrai, on va dire, spécialiste de l'urologie qui ont fait donc mon opération. Et donc, j'ai été capable d'être patiente grâce à cette compréhension du fait que même si les communications n'étaient pas quotidiennes, j'aurais aimé qu'elles soient quotidiennes à ce stade-là, les communications, juste pour être rassuré moi-même. Mais je savais que les choses se faisaient à l'arrière-plan, en fait, à l'arrière-plan, pour moi en tout cas. Euh, à ce moment-là, mon esprit était vraiment en train de partir dans l'anxiété, trop de choses à gérer, trop de choses à, j'ai été capable à vraiment rassembler mes pensées suffisamment pour réaliser que je devais avoir une intervention et un soutien de santé mentale très tôt, que j'avais besoin de plus que ce que je pouvais me donner moi-même à ce moment-là. J'ai trouvé beaucoup de soutien dans les groupes en ligne. Ils ont répondu à beaucoup de mes questions. J'ai été capable de trouver beaucoup de paix, de sérénité, et ça a été vraiment quelque chose de très thérapeutique pour moi. Je continue à travailler avec ces groupes en ligne toute l'année et continue à être vraiment avoir une vraie valeur thérapeutique pour moi. Et aussi au moment où j'ai vraiment de paix dans ma propre vie à moi, je suis capable moi du coup d'offrir du soutien à d'autres personnes. Et donc c'est vraiment prendre et donner avec ces groupes de soutien qui sont en ligne. Euh, et donc, c'est vraiment une superbe source, une source merveilleuse de me soutenir au niveau de ma santé mentale. Avant mon opération, j'ai aussi vraiment ressenti cette perte de contrôle. 43 ans, relativement en bonne santé. Et à part ça, je travaillais dans une carrière infirmière, j'adorais ma carrière. Et soudainement, quelque chose, bam, se fait balancer dans ma direction qui est complètement hors de mon contrôle. J'ai peur pour ma vie et à ce stade-là, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire avec tout ça. Et j'ai dû vraiment rassembler toutes mes pensées, réfléchir et d'un point de vue infirmier, d'un point de vue d'une infirmière qui m'a permis de vraiment de garder la tête haute durant cette période très difficile. Et c'est là où j'ai commencé à créer un peu un plan pour moi-même. Je savais que j'allais avoir une opération importante, significative. Euh, et mon opération, au final, a été une néphrectomie radicale ouverte. J'ai fini avec 46 agrafes. Ils ont dû vraiment ouvrir, ils ont dû stabiliser ma vessie également. Enfin, c'était quand même un rétablissement très difficile, vraiment. Et c'est seulement dans les 2 derniers mois que j'ai vraiment retrouvé, ou vraiment, je me suis vraiment rétabli, ou je suis toujours en rétablissement, mais en tout cas, je ressens que je me suis remise de l'opération elle-même. Et donc, c'était vraiment 6 à 8 mois. C'était un processus qui a pris 6 à 8 mois et quelque chose que j'ai traversé, voilà, à ce moment-là, sachant euh, que, que donc toutes ces choses étaient tombées de mon contrôle. Pardon, j'essaie de voir comment est-ce que je peux avancer mes diapositives. Est-ce que je sais comment faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Donc, à ce stade, avant mon opération, j'avais réalisé qu'il fallait que je navigue cette aventure, ce chemin de rétablissement physiquement et mentalement. Et Et vous savez, à cause de ce que je faisais voilà, vous pouvez avancer du coup la diapo. À cause de ce que je faisais dans une carrière infirmière, j'étais en mesure de à peu près trouver ou créer un plan de soins pour moi-même. J'ai réalisé que donc je devais, on peut aussi réavancer d'une diapo. Donc, alors ça, c'était juste avant mon opération qu'a été prise cette photo. C'était juste pour parler de la lacune dans le soin péri-opération, autour de l'opération. C'est ce dont j'ai fait l'expérience. Donc, avant mon opération, pardon, je fais que rebondir un peu partout. Donc, avant mon opération, tout le monde travaillait pour moi, mais donc en arrière-plan, et je le savais, et c'était fantastique, j'en avais conscience, mais leur focus, leur concentration à ce moment-là était de sauver ma vie. Leur concentration, ce n'était pas s'occuper de ma santé mentale. Je n'avais pas, et c'est là où ces groupes de soins, ces groupes en ligne, sont rentrés en jeu. Moi, j'avais l'impression que j'étais en dehors de cette planète. Il n'y avait rien que je puisse faire de manière chirurgicale pour moi-même, pour me sauver moi-même. C'était le boulot de mon équipe médicale. Mais ce que moi, je devais faire, c'était de trouver une manière, une façon à travers laquelle je pouvais adapter d'être moi un morceau du puzzle, un morceau important du puzzle, puisqu'il me semblait qu'on me laissait en arrière-plan, du coup, moi, pendant que l'équipe médicale faisait le travail. Et donc, mon boulot à l'hôpital
Et le fait de m'occuper des besoins de mes patients, j'ai décidé de créer un plan de soins pour mes propres besoins et de voir ce que je pouvais faire moi-même pour prendre un peu du contrôle, reprendre le contrôle de ma propre histoire à ma mesure. Donc, j'ai été capable de rassembler des ressources et des informations, des choses que je savais de mon propre emploi sur comment s'occuper des gens avant l'opération, après l'opération, et de reconnaître les choses qui étaient sous mon contrôle et les choses que moi, je pouvais faire. Et donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre en place un plan pour après mon opération, pour que quand je me réveillerai de l'opération, je puisse avoir un rôle dans mon propre soin, dans ma propre guérison. Et ça m'a un peu mis en place une motivation et une planification de savoir ce que je devais faire pour aller mieux aussi vite que possible, pour éviter des complications post-opération. Et donc, euh, et donc, c'était un peu là qu'est sortie cette idée, est née cette idée, c'était de trouver une manière pour que les patients, les patientes aient le sentiment qu'ils jouent un rôle dans leur propre guérison, dans leurs propres soins, qu'ils soient capables d'avoir un rôle dans leur processus de guérison. Et donc, j'ai trouvé cette lacune, j'ai vu ce manque, parce que tout le monde était vraiment très occupé à avoir un plan pour médicalement et grâce à une opération me sauver. Mais avec tous les traumas qui étaient en cours, je n'entendais pas grand-chose sur le sujet sur ce qui se passait autour de moi. Donc peut-être que même si des suggestions m'étaient offertes, euh, il y avait beaucoup de choses que je ne retenais pas dans cette période de temps qui est si dure. Donc, est-ce qu'on peut avancer à nouveau? Donc, le but de tout ceci, c'était de m'autonomiser, de me redonner le pouvoir, de récupérer un peu de contrôle pour moi-même et par moi-même. Et ce dont j'ai parlé ici, certaines des choses qui peuvent être mises en place déjà assez tôt, aussi possible, aussi tôt que plutôt que tard, du soutien en crise, des références dès le diagnostic. Le fait est que lorsqu'on est diagnostiqué, on est tellement brûlé, consumé par notre maladie et qu'est-ce qui va se passer et nos familles. Et, et vous savez, il n'y a pas vraiment d'intervention immédiate pour faire attention à notre propre santé mentale. Et donc, cela permet à beaucoup d'anxiété et beaucoup de choses de se construire, d'arriver, de se développer. On ressent aussi un stigma par rapport à tout ça. Ah, je devrais gérer ça tout mieux. Oh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai ce niveau d'anxiété? Enfin, il y a un côté auto-stigmatisant et cela impacte votre vie quotidienne immédiatement dès le diagnostic. Le cancer, c'est un mot tellement effrayant quand on l'entend et cela vient avec tellement d'incertitudes. Et une autre chose sur laquelle je me suis concentré, c'était mettre en place des buts, des objectifs de façon périopérative, donc c'est-à-dire avant et après mon opération. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Et à nouveau, voilà, avoir ces ressources de soutien par les pairs, encore une fois, le plus tôt et le mieux que le plus tard. Et vous trouverez beaucoup de soins, beaucoup d'amour à travers ces groupes de la part de personnes qui traversent aussi la même chose que vous. Voilà, on va avancer d'une autre diapo. Alors donc, avoir des physiciens qui peut-être font qui font un peu plus tôt les soins ou le processus dès le diagnostic, ça peut vraiment mettre en place pour les patients, les patientes, euh, plus de succès et plus d'autonomisation, de reprise de pouvoir dans leur propre guérison après l'opération, en leur donnant une idée de ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont vivre dans l'avenir. Et j'ai dû créer ce rôle pour moi-même. Et avec mon expérience, j'ai été capable de commencer à voir vraiment un chemin assez clair pour mon propre rétablissement. Et donc, l'une des suggestions que j'ai eues, que j'ai fait passer, que je continue à faire passer, c'est vraiment d'inclure les patients, les patientes dans le processus de planification des soins pour leurs soins post-op, pour qu'ils puissent être déjà directement plus motivés. Oui, ok, donc là, c'est un petit peu... Voilà, Donc, je me suis concentré sur le post-op. On sait que voilà, ce sont les plus hauts risques, les complications post-opération qui sont les plus fréquentes ou les plus... Et elles peuvent être résolues, elles peuvent être gérées avec un certain nombre de techniques et qui sont
et qui sont souvent qu'on retrouve dans de multiples de ces conséquences possibles. Donc parfois, on a des pratiques qui peuvent être impliquées dans votre plan de soins pour vous-même, peuvent vraiment résoudre les choses générales qui sont sous votre contrôle. Donc en tant que patient, en tant que patiente, on n'a pas le contrôle, par exemple, sur quand les médecins, quand Caden, l'étudiant en médecine tout à l'heure disait, il parlait, ils se font concentrer beaucoup sur les risques de l'opération, n'est-ce pas? Mais quand on regarde aux complications post-opératoires, on regarde vraiment des choses que le patient peut contrôler. Et donc, En tant que patient, on a la capacité donc de se lever et de se déplacer. Si on ne peut pas sortir du lit, eh bien on a la capacité de bouger les jambes dans le lit, de faire du vélo dans le lit, en bougeant les pieds. On a la capacité en tout cas de faire de la respiration profonde en utilisant un spiromètre assez tôt en tout cas. Cela peut empêcher ces risques donc de thrombose et donc de caillots sanguins avec cette respiration profonde. Euh, et donc ça empêche donc la création de caillots dans le sang. On veut que les poumons fonctionnent bien. Rester hydraté également. S'assurer d'avoir également euh, d'avoir bien des sécrétions au niveau des poumons pour que voilà prévenir également la pneumonie en permettant à vos poumons d'être plus debout, d'être plus en mobilité. Euh, la mobilisation permet à une motilité, la motilité du système digestif de continuer. Et donc d'avoir le soutien nutritionnel euh, du bon type ainsi de nourriture et également les protéines pour aider avec donc la guérison des blessures. Donc on a compartimentalisé cela un peu pour montrer comme quoi le fait d'avoir trois, quatre choses qui sont dans le contrôle du patient permet de réduire les risques donc de complications post-opératoires les plus communes. Également, le fait d'être en charge, euh, avec le fait de pouvoir gérer votre propre douleur, c'est-à-dire avoir un programme de gestion de douleur, la douleur est une barrière, souvent pour mettre en place notre plan de soins, pour se mobiliser, d'être réveillé, assez alerte, pour savoir que, par exemple, il nous faut respirer en profondeur, qu'il faut boire, qu'il faut manger, qu'il faut faire toutes ces choses afin d'empêcher toutes ces autres complications. Mais lorsqu'on va dans l'opération, on entre dans l'opération avec des indices, des idées de comment est-ce qu'on peut faire ces choses. C'est vraiment euh, ce qui m'a aidé lorsque je me suis réveillée de l'opération. Lorsque je me suis réveillée pour la première fois, c'était la première chose à laquelle je pensais. C'est-à-dire, ok, maintenant il faut que je mette mon plan en place. Et c'est assez drôle parce que parce, c'était pas aussi compliqué parce que j'avais ce plan en place dans ma tête sur les choses que je pouvais faire pour m'améliorer. Mentalement, j'étais prête à me lever et à commencer à marcher directement. J'ai fini par être donc dans les soins donc de suite pendant à peu près 12 heures parce que j'ai eu des complications. Mais dès que j'ai été transférée dans une salle, dans une chambre, je voulais bouger. J'ai demandé un verre. J'étais probablement une de ces patientes qu'on ne veut pas avoir en tant qu'infirmière parce que je commençais à vouloir nommer toutes ces choses que je voulais. Je voulais un spiromètre, je voulais des chaussettes de compression, je voulais un déambulateur, je voulais me lever, je voulais marcher, parce que j'avais une tension artérielle très basse. Mais j'avais ce plan en tout cas dans ma tête et ce plan, c'est vraiment ce qui m'a permis de faire toutes ces choses très tôt. Et donc, je remercie beaucoup de ces choses de m'avoir guéri à l'hôpital, plutôt que ça aurait fait. En tout cas, malgré tout, ça a été assez long, ce rétablissement. Mais lorsque nous comprenons comment ces petites actions ont un vrai impact, ça fait vraiment une grande différence. Et cela nous motive à le faire, en tout cas. J'ai utilisé
certains indices dans la journée, certaines choses, certains éléments qui me donnaient tout de suite l'idée, ah, ça, il faut que je fasse ça. Donc à chaque fois que, par exemple, j'avais un repas qui arrivait, c'était voilà, mon rappel de me m'asseoir au bord du lit, qu'on puisse manger ou pas, parce que je n'ai pas mangé pendant quelque temps, mais en tout cas, j'utilisais cela. Je prenais, voilà, deux, trois cuillerées et je l'utilisais en tout cas, voilà, de boire la boisson par la suite. Après le repas, je me levais pour aller marcher. Euh, donc, toutes ces choses un peu routines à l'hôpital, comme quand on vous apporte le repas ou vos médicaments, ou les choses qui sont vraiment planifiées, utilisez-les comme souvenir pour me dire, OK, il faut que je me lève, il faut que je fasse mon pyromètre, il faut que je fasse ma respiration profonde. Et donc, j'avais ce plan en tête. Et qu'à cause de cela, même à travers la confusion et les problématiques, etc., de nombreux des médicaments qu'on a après l'opération, j'en avais beaucoup, euh, parce que j'avais ce plan en place auparavant. Eh bien, j'avais ces indices, ces éléments qui me disaient fais ci, fais ça. Euh, Sinon, je n'aurais pas eu ce plan et je n'aurais pas pu faire les choses que j'ai fait et je me serais pas rappelé de les faire non plus. Alors, on peut avancer ici. Alors, à nouveau, on revient à la santé mentale. On va en parler un petit peu. Alors, voilà c'est mes petits hommes en gingerbread de soutien mental que tout le monde, que ma famille a gardé pour moi lorsque j'étais encore en opération. Diapo suivante. Alors, mon oncologue, très belle personne. À nouveau, comment est-ce qu'un docteur peut vous aider? Alors, en tant que patient, il ne faut pas avoir peur de demander. Il faut être de vrais avocats de nous-mêmes. Le docteur ne peut faire pour vous que ce qu'il sait que vous avez besoin, que ce que vous lui dites. Donc, il ne peut pas lire dans votre esprit. Il faut faire il faut être actif donc et soutenir vos besoins. Et c'est difficile souvent à faire. Souvent, on a peur d'offenser les gens. On a peur de sembler de demander trop de choses. Il y a beaucoup d'inspiration ou de choses, en tout cas, euh, je dis pas ça de manière négative, hein, mais c'est très réel et c'est très nécessaire pour pouvoir soutenir votre santé mentale alors que vous traversez une maladie. Mais les docteurs, en tout cas, vont pouvoir vous donner cet esprit de rassurant, pour vous rassurer. Euh, il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup. En tant qu'infirmière, déjà par le passé, j'ai mis beaucoup de poids sur moi-même avec au niveau de la santé mentale pour la maladie, euh, en pensant que peut-être je n'aurais pas dû souffrir autant que je souffrais. Mais la réalité, c'est que si je souffrais, et c'était OK. Je pouvais totalement accepter cela et je savais que j'avais cette lutte et voilà, j'ai dû me laisser accepter d'avoir le sentiment que j'avais. Mais nos docteurs peuvent vraiment choisir de nous autonomiser ou alors choisir de nous traiter médicalement. Ce sont de très bons docteurs, il y a de très bons docteurs et ce sont ceux qui prennent cela en compte, euh, qui ont une approche holistique de l'esprit et du corps. Donc, demandez ce dont vous avez besoin. C'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir demander. Lorsque vous recevez un diagnostic, une autre chose que je recommande vraiment lorsque je parle en tout cas à certains docteurs ou spécialistes, c'est que lorsque vous êtes le docteur qui livre un diagnostic, vous le livrez et la personne qui le reçoit n'est pas dans le même état d'esprit. On n'aura pas de questions à ce moment-là. Pas pour vous en tout cas. Mais dans les 24 prochaines heures, c'est une période très compliquée et là, on va avoir plein de questions. Le fait de mettre en place un rendez-vous avec vos patients dans 24 heures après ce diagnostic, c'est très bénéfique pour pour vos patients. Et je recommande vraiment cela pour tous les spécialistes. C'est l'une des choses principales en tout cas. Mais en tant que patient, hein, même alors que vous traversez votre traitement d'oncologie, demandez à être rappelé.
Parfois, vous avez des décisions à faire et vous ne pouvez pas les prendre par téléphone et il est difficile d'avoir un rendez-vous de suivi. Donc, en très peu de temps, cette décision doit être prise parfois et vous aurez des questions. Donc, demandez après être dans une situation où on vous offre des suggestions pour pouvoir donc processer ces informations et ensuite revenir avec ces deux questions. Euh, c'est quelque chose que généralement vous devez demander. Donc, c'est quelque chose que je fais. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous dans 2 jours pour poser toutes les questions que j'aurai dans les prochains jours? Et donc, je prends cette opportunité d'un appel avec mon oncologue pour donc reprendre un rendez-vous dans 2 jours. Alors, on ne peut, ne sentez-vous pas mal si vous le faites. Il faut vraiment être là pour vous-même. Donc, vous impliquer dans votre plan de guérison, c'est assez important. C'est avant d'aller en chirurgie, c'est important. Ça vous permet d'être au mieux de votre succès lorsqu'on prend ces rôles. On s'autonomise. Moi, je suis passée d'être totalement sans aide à être très concentrée et concentrée sur mon but parce que j'y allais avec un plan en tête, avec une compréhension claire en tout cas de quel était mon rôle. Cela m'a permis de mettre ce plan d'action, ce plan en action. Et j'ai choisi mes objectifs très tôt. Mon plan de soins post-opératoire voilà, était important pour moi mentalement et physiquement. Donc, si on peut créer donc des plans de soins et leur enseigner avant de partir ce qu'ils pourraient faire pour s'aider, ou les mettre, leur donner du pouvoir et leur donner un rôle pour que même si tout se passe en arrière-plan pour nous, eh bien nous puissions malgré tout être au devant et créer notre plan nous-mêmes. Cela nous donne une tâche à accomplir. D'après la perspective du médecin, demander à nos patients, leur donner des responsabilités en fait, leur demander de faire une tâche en particulier, peu importe que ce soit redondant ou pas, mais ça autonomise ce patient pour sentir j'ai un rôle là-dedans. Et donc en donnant des tâches aux patients assez tôt, c'est vraiment encourageant pour les patients. Ça leur donne quelque chose sur lequel ils peuvent travailler en arrière-plan. Euh, Est-ce que c'est Docteur Tanguy? On parlait à Docteur Tanguy un peu plus tôt et il parlait du pamphlet qu'il a publié sur ses patients pour la planification préopératoire. Je ne pense pas que j'ai vu ce livre. Et si je l'ai lu, il m'a été donné à un moment où mon état mental n'a pas pu le recevoir. Donc, être conscient de la capacité d'information qu'une personne peut retenir pendant cette période très traumatique de diagnostic. Et nous savons que c'est un peu un purgatoire, hein, cet état d'inconnaissance et d'incompréhension avant l'intervention chirurgicale. Peu importe le chapitre auquel nous nous trouvons, c'est le pire chapitre pour un patient souffrant de cancer. Notre capacité de retenir les informations qui nous sont données à ce moment, c'était non existant. J'avais donc des ouvriers sociaux qui sont venus me voir quand j'étais à l'hôpital et je n'ai encore aucune idée de quoi ils m'ont parlé, hein. Ils ont laissé quelques papiers à disposition, mais ce que j'avais demandé, en tout cas à cette époque, je m'en souviens pas. Ce qu'ils m'ont donné comme information, je m'en souviens pas. Le fait d'avoir ces ressources disponibles, c'est merveilleux. Mais si on ne peut pas retenir les informations, ça ne va pas nous aider. S'assurer en tout cas qu'ils communiquent. Vous communiquez avec, par exemple, votre membre de famille qui soit avec vous en ce moment-là. Euh, Avoir quelqu'un là, en tout cas, qui peut retenir cette information pour vous, c'est assez utile. Alors, il y avait beaucoup, en tout cas, de manque d'informations auxquelles j'ai expérimenté quand j'étais à l'hôpital. Est-ce qu'il y avait ces trous d'informations ou alors peut-être qu'il y avait des trous dans ma compréhension et ma capacité de retenir de l'information par rapport au traumatisme qu'on rencontre? Je ne sais pas. Mais ce dont je me souviens en tout cas, c'est le plan que j'avais en place moi. Et c'est là où je me suis vraiment concentrée sur la manière dont j'essaie d'aider les gens, de créer des groupes de soutien. Euh,
pour créer ainsi ce plan périopératoire et les aider à découvrir le meilleur plan pour eux-mêmes, basé sur leur diagnostic, où ils en sont, les rencontrer avec la connaissance qu'ils ont et qu'ils veulent recevoir, et être donc là en post-opératoire pour eux s'ils nous contactent, afin de pouvoir les soutenir à travers ce qui a été le pire moment de ma vie. Il faut être un participant actif de notre propre guérison. Et donc le fait d'avoir du pouvoir à travers le fait d'être préparé, à travers une connaissance, à travers euh, le fait d'être avocat de soi-même et de comprendre nous-mêmes et les autres et savoir que le fait d'être un avocat de soi-même à ce moment, c'est OK et c'est attendu de nous et c'est la meilleure chose pour nous. Et ensuite avoir ces connexions personnelles avec d'autres personnes qui traversent les mêmes choses que nous, euh, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer. Alors, diapo suivante. Alors, à nouveau, en fait, c'est ce que je viens de dire, hein. Ça, c'était une photo euh, du jour suivant mon opération. Donc là, on commençait à bouger mes jambes un petit peu. Je ne pouvais pas marcher, hein, mais je me forçais à- Alors, diapo suivante. Je me forçais à le faire. Ah, cette photo. J'avais une photo de famille lorsque j'allais j'allais avec la famille et je croyais pas que j'allais survivre en tout cas à cette opération à ce moment-là. Et là, je me suis tenue dans ce même endroit après. Mon mari a pris cette photo et après qu'il l'a pris, voilà, j'ai vraiment pleuré. Cette photo, en tout cas, pour moi, ça signifie la force que j'ai rencontrée à ce moment-là. Euh, c'est le début d'un plan de guérison et d'une nouvelle vie. Mais lorsque je reviens aux bases, en fait, du plan périopératoire, prendre soin de soi-même, la connexion avec les autres, et collaborer avec d'autres qui ont traversé cela, cela vous permet donc de guérir, euh, et ça devient un parcours. J'ai pas aimé ça, mais en tout cas, c'était un chemin assez important. Donc, je vais parler un petit peu de ma dernière année maintenant et de ce que j'ai traversé depuis. On m'a offert, lorsque j'ai été référée à un oncologue, on m'a donné différents choix. On m'a dit de surveiller et d'attendre. On m'a dit, voilà, une thérapie alternative et je n'avais aucune preuve euh, de maladie métastasique à cette époque. On m'a également offert la capacité d'être dans un essai clinique. Cet essai clinique, c'était sponsorisé par Merck. Et c'était un vaccin donc qui avait été créé à partir de 31 biomarqueurs de ma propre tumeur, me semble-t-il, et donc j'ai opté pour cet essai clinique. J'avais quelqu'un de soutien que j'avais contacté très tôt quand j'avais du diagnostic. Elle m'avait envoyé un message et c'était resté dans mon esprit. Elle m'avait dit si tu reçois un essai clinique, accepte-le. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était resté dans mon esprit. Donc lorsqu'on m'a offert cet essai clinique, je voulais vraiment en apprendre plus. J'ai choisi finalement l'essai clinique après que tout soit fini. Euh, et je sais, à partir des effets secondaires que j'ai eus, donc ça, c'était un vaccin contre le cancer mRNA avec les donc les bio-éléments de mon cancer. Et je savais dans mon cœur que même si cliniquement je ne le sais pas, mais je sais que j'ai reçu le vaccin, que j'ai expérimenté en tout cas beaucoup d'effets secondaires de ce vaccin. Je semblais être hypersensible aux effets secondaires les plus inhabituels. Mais dans mon cœur, je sens que j'ai reçu ce vaccin, que j'ai reçu 7 doses de ce vaccin et on m'a demandé de voyager à Vancouver. Euh, Toutes les 3 semaines, je devais y aller et je continue de le faire euh, à travers donc les hauts et les bas. En tout cas, c'est là où toutes ces dépenses financières sont présentes. Les essais cliniques. euh, Alors, j'ai pu avoir accès
à l'agence de BC Cancer pour des financements. Donc, j'ai eu accès à une subvention pour le déplacement. Euh, Quelques déplacements, quelques dépenses en tout cas qui étaient tellement appréciées. J'ai tellement apprécié de l'avoir. On ne sait jamais en effet où va l'argent et les dépenses jusqu'à ce qu'on soit un patient de cancer et on voit vraiment le travail que fait cette agence et à quel point c'est spectaculaire. Faire partie donc d'essais cliniques, on m'a dit, à travers le groupe de soutien à nouveau. Donc ça, ce sont tous les merveilleux petits outils lorsqu'on parle de personnes avant nous. C'est de demander donc un soutien pour l'hébergement, la nourriture et les frais de déplacement. Donc le fait de voyager 4 heures toutes les 3 semaines, je devais y être pendant 2 jours à chaque fois. J'ai donc demandé un soutien financier de Merck et je l'ai reçu. Et les plus de 21 000 dollars de dépenses que j'ai eues depuis le début de ce diagnostic ont été presque entièrement remboursés par Merck. Dans cet essai clinique, alors je ne peux pas dire ce à quoi ça ressemblait autrement, sauf que j'ai parlé à un oncologue qui est également euh, mon docteur d'études. Le, le soin personnel qu'on a dans un essai clinique est irréel. Le soutien que j'ai reçu, en tout cas, et j'ai vraiment une équipe spectaculaire, le soutien émotionnel, le soutien mental que j'ai reçu, c'est une chose. Ils ont été une équipe très très compatissante. Euh, le patient, donc le soin auprès du patient que j'ai reçu également. J'ai une infirmière d'essai qui travaille avec moi. Je peux communiquer avec elle quand je veux. Elle est prompte, elle me répond rapidement et le suivi a été vraiment super. Je me sens en sécurité lorsque je suis prise en charge dans leurs bras. Je dis dans leurs bras parce que je me sens embrassée par cette équipe de soins. À part de cela, ce soutien financier pour que je puisse donc aller à la côte donc pour ces événements n'aurait pas pu être ce que c'était sans le soutien d'être dans un essai clinique. Même si l'agence du cancer donne des services de déplacement, malgré tout, je les ai laissés aux personnes qui n'avaient pas l'opportunité d'avoir accès au soutien de l'entreprise pharmaceutique. Même si plus tard, je pense, alors, je- peut-être, mais j'espère pas, j'aurais besoin d'utiliser de Easy Cancer Lodge. Donc les effets secondaires que j'ai expérimentés, ils étaient rares, inhabituels, et alors je suis suivie en tout cas toujours, mais j'étais une participante active pour recevoir le Keytruda et le vaccin pendant euh, 8 mois, 7 mois à peu près. Et avant, donc on m'a laissé aller partir à cause des effets secondaires. Vous voyez que sur ces photos, maintenant je suis un petit peu plus, j'ai un peu plus de poids, donc j'ai eu beaucoup de stéroïdes à prendre. J'en ai plus moins maintenant. J'ai pas eu de récurrence pour le moment. Je me sens Je sens que ce vaccin est efficace pour moi, fortement. J'ai eu, voilà, de manière très suspicieuse, en tout cas, j'ai eu des symptômes qui ont commencé à se guérir eux-mêmes d'une manière où certaines personnes sont affectées lorsqu'elles ont l'immunothérapie. J'ai été assez intéressante pour mon équipe d'oncologie, ils ne savent pas vraiment quoi faire avec moi. Il y a beaucoup de collaboration, beaucoup de soutien de leur part, mais je peux malgré tout dire que je n'ai pas de récurrence, même si la peur est forte en moi. Je fais le mieux possible dans la vie journalière pour faire au mieux possible en tout cas. Mais en tout cas, dès qu'on a un rhume ou un mal de gorge ou une douleur quelque part, eh bien tout de suite, euh, on pense que c'est fini.
C'est le pire scénario qui puisse être. Et je pense que c'est normal. C'est normal. Donc je l'embrasse, cette situation, mais je travaille en tout cas dur par rapport à ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous partager sur ma propre aventure. Euh, hein, je pense, oui. Oui, je, je ne peux pas t'entendre, Christine. Est-ce que tu disais quelque chose? Non, pardon, j'attendais juste que tu finisses. Oui, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à partager, oui, avec vous. Euh, je suis, je, c'est fantastique. Ouais, je suis toute, voilà, je suis un peu en train d'essayer de me débarrasser de ce rhume et mes pensées sont un peu dans le brouillard avec tous les traitements que j'ai suivis. Je ne suis sûrement pas aussi clair dans ma tête que j'ai pu l'être, mais voilà, voilà. Je vire un peu à gauche à droite là quand je parle. Je m'excuse. Non, 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 tu t'en es très bien sorti. Tu t'en es très bien sorti. Mais mon focus est très certainement impacté par tous ces médicaments que j'ai reçus cette année, enfin que j'ai pris cette année. T'en fais pas, Alena, pas d'excuses nécessaires. Nous avons tous le concept ou une idée de ce que tu as dû traverser et mon Dieu, tu as traversé beaucoup de choses et tu les as traversées. Je ne peux pas te remercier sur ton histoire a tellement d'impact et juste les cœurs, les commentaires qu'on a reçus, tu as vraiment touché, je pense, les esprits, les cœurs des patients, des patientes qui sont là aujourd'hui avec nous et certainement nous avons parlé un petit peu de d'avoir ton plan péri-opératoire inclus sur notre site internet, parce que juste effectivement, on voit dans les commentaires la valeur que cette information peut avoir et qu'elle a. Et on te remercie déjà, d'être une infirmière qui a pu faire ça pour d'autres personnes avant toi-même. Et ensuite, en tant que patiente, le fait que tu aies créé cette ressource pour d'autres patients, patientes, on ne pourra jamais te remercier suffisamment d'avoir partagé ton histoire avec nous et de partager cet outil d'apprentissage ou cet outil acquis tout d'abord, je voulais te demander qu'est-ce que c'est qu'un spiromètre? Alors, un spiromètre, c'est un outil qui peut vous être fourni par n'importe quel hôpital. C'est en gros ils rendent les respirations profondes, ils en font un jeu. Ça a un tube, ça a trois boules et ça vous encourage à vraiment soulever avec vraiment les respirations les plus profondes que vous pouvez, de soulever ces trois boules avec votre air, votre expiration et de les garder en haut le plus longtemps possible. Donc, quand quelqu'un est en post-op ou a une pneumonie, ça fait bouger ses poumons, ça les ouvre, ça les garde en bon état et ça permet, ça prévient ça te donne l'exercice dont vos poumons ont besoin pour éviter que le mucus s'accumule et que ça finisse en pneumonie. Et donc, même si vous n'êtes pas dans une position en post-opératoire où vous pouvez vous lever et marcher un petit peu pour essayer d'étendre vos poumons, de les ouvrir, ou si vous êtes, par exemple, comme je l'ai dit, essayez toujours de trouver des indices, des, des choses qui vont vous rappeler. Voilà, moi, quand j'ai des patients, je leur dis et si tu regardes la télé, et moi, tu regardes la télévision et tu fais deux respirations avec le spiromètre à chaque fois qu'il y a une pub, à chaque fois qu'il y a une pause de pub dans tes programmes TV. Et donc, trouver des petites astuces pour faire chaque tâche, des petits indices temporels. C'est quelque chose de très spécial qui permet vraiment, ou même de donner l'indice à des membres de la famille si un patient ou une patiente a vraiment des difficultés, par exemple, ou de l'esprit ou de quoi que ce soit, ils ne sont pas prêts pour faire ça eux-mêmes. C'est un très bon outil, c'est une très bonne technique de trouver des signes extérieurs pour faire ces exercices. Voilà, et ça va être bénéficiaire avant d'entrer en opération et très certainement après l'opération, c'est vrai. Donc, c'est quelque chose que vous devrez essayer de faire avant votre date d'opération. Pas nécessairement, c'est pas vraiment quelque chose qu'on offre ou qu'on propose en pré-op, mais c'est vraiment on respire normalement. C'est juste que quand on passe au bloc opératoire et qu'on passe de cette personne mobile et active et qui peut se déplacer dans la maison, ou la plupart d'entre nous en tout cas, jusqu'à devenir vraiment être sédentaire, allongé ou assis ou allongé dans un lit pendant 2, 3 jours. Et c'est là qu'arrive l'opportunité pour tous les pneumonies, tous les caillots sanguins, tous les problèmes, tous ces problèmes qui peuvent arriver. Et donc, c'est très clairement lié de manière assez directe
à des choses qui sont sous notre contrôle en tant que patient. Et c'est là où la mobilité devient très importante, puisque nous sommes juste allongés là, nos poumons ne s'ouvrent pas autant qu'ils devraient l'être à cause de notre position, les sécrétions s'accumulent, on boit moins, le sang devient moins fluide, on ne bouge pas, on est en post-opératoire. Le risque de caillot est plus haut. Comme vous êtes un patient cancéreux, vous avez aussi des risques plus hauts, vous avez des médicaments énormément, donc tous ces risques. Donc, les choses que vous pouvez contrôler, c'est la mobilité, l'hydratation, la nutrition pour le rétablissement et garder une intégrité de la peau bonne et les respirations profondes au mieux que vous le pouvez pour essayer de prévenir que la pneumonie s'installe. Voilà, donc on passe de la personne active qui est dans sa vie de tous les jours à finir dans un lit pendant 2, 3 jours et, et c'est une opportunité parfaite pour tous ces problèmes qui peuvent arriver. Et donc, de manière préopératoire, non, je ne dirais pas que c'est nécessaire puisque vous bougez, hein, c'est à peu près pareil. Mhm. OK, il y avait tellement de choses, il y a énormément d'intérêt sur le chat par rapport au vaccin que tu as fait donc dans l'essai clinique. Et merci d'en avoir parlé, d'avoir parlé de ces essais cliniques. C'est quelque chose que on va faire un webinaire en 2026 sur ce sujet parce que tu as fait écho sur à quel point c'est important ces essais cliniques et le style de soins, le genre de soins que tu peux recevoir en étant dans un essai clinique. Nous disons toujours, si vous avez l'opportunité, vous devriez au moins l'envisager. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, mais vous devriez sérieusement envisager les essais cliniques si on vous les propose pas seulement à cause de ce que vous allez peut-être découvrir ou faire, l'essai en lui-même, mais aussi pour le soin supplémentaire que vous y recevez. Et il semblerait que toi, c'est ce qui t'est vraiment arrivé, c'est ce que tu racontes. Oui, j'ai une équipe phénoménale. Je ne peux pas être plus élogieuse à leur sujet. Mais vous savez, ce que j'ai appris, et je vais commencer par dire, je ne changerai pas la décision par rapport à mon plan de traitement. La décision que j'ai prise, je ne la changerai pas en rétrospective. Les effets secondaires, quand j'ai pris ma décision, de manière naïve, j'ai un peu mis de côté les considérations qui traitaient des effets secondaires. Je les ai un peu ignorés parce qu'à l'époque, une partie de ma décision, elle était basée sur la peur. Elle- le facteur important, c'était la peur. Et je pense que ça peut amener beaucoup de décisions au final à être prises. L'autre chose aussi, c'est que j'avais l'opinion que les effets secondaires n'étaient pas une considération pour moi à ce moment-là, n'étaient pas une préoccupation. Mais il faut se rappeler que dans les essais cliniques, et même quand il s'agit d'une immunothérapie ou quoi que ce soit, l'immunothérapie, c'est aussi nouveau. Relativement, il y a un potentiel pour des effets secondaires, mais beaucoup de gens n'en ont pas, n'en éprouvent pas. Mais c'est vrai que quand on rentre dans un essai clinique, selon la phase dans laquelle est cet effet clinique, certains effets peuvent être inconnus. Et donc, quand on prend ces décisions, quand on envisage un essai clinique, euh, vous prenez une décision avec un peu de, désolé, je trouve pas trop mes mots, c'est pas parfait là. Vous prenez une décision en territoire inconnu en fait, hein. Et oui, oui, oui. Et donc j'ai pris cette décision. J'avais entendu le, un début de beaucoup de choses, de nouvelles très excitantes sur ce vaccin mRNA, ARN, pardon. Et bien sûr, effectivement, quand quelque chose de nouveau sort, on se dit que donc pour moi, ce dont je parle, ce qui est inhabituel, ce qui est dans mon corps, j'ai- j'avais des lésions dans ma colonne vertébrale euh, quelques mois après l'opération. Et donc, vous savez, c'est OK, si je n'avais pas été dans un essai clinique, on aurait sûrement appris des métastases et on aurait changé le traitement. Mais comme j'étais dans un essai clinique, nous avons demandé à l'essai clinique, il était nécessaire d'avoir 2 confirmations, 2 scanners de confirmation par rapport à ces lésions avant de vous enlever de l'essai clinique, de vous retirer. Et le deuxième cas, ces lésions euh, montraient une bordure sclérotique, ce qui signifiait qu'elles soignaient, elles se soignaient elles-mêmes, enfin elles étaient en train de soigner. Et l'immunothérapie ne fait pas ça avec ce type de lésion. Est-ce que le vaccin marche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est très excitant et ça continue à s'auto-guérir depuis, enfin, ces lésions. Et donc, on se demande un peu ce qui se passe, hein. C'est bien, ça suffit pour vous faire vous demander. Et c'est là où il y a l'inconnu aussi. Mais en même temps, j'avais aussi des effets secondaires qui ont menacé ma vie. Je ne sais pas si ça vient de l'immunothérapie ou si ça vient du vaccin. Et on ne sait juste pas.
Mais comme je l'ai dit, je recommencerai exactement de la même manière. Je ne changerai pas mon cours de traitement, aujourd'hui, mon plan de traitement, si je le refaisais, si je devais le refaire. Et je pense que la majorité des personnes n'ont pas d'effet secondaire, donc ça ne devrait pas être quelque chose qui vous effraie suffisamment pour ne pas y aller. Mais il faut en être conscient tout de même. Oui, c'est un peu un thème récurrent, ces petits points que tu viens de mentionner. On en revient vraiment avec le docteur Simon Tanguay, plutôt aujourd'hui, qui disait, vous prenez votre décision et vous vous y tenez. Vous, vous on essaie de fournir autant d'informations que possible, essayez d'en obtenir autant que possible de vos médecins, les informations. Prenez cette décision, essayez de la prendre. Une fois que vous l'avez prise, vous vous y engagez. Vraiment, vous vous engagez dedans et vous avancez et vous faites face aux challenges, vous faites face aux difficultés. Et tu as très certainement fait face à beaucoup de difficultés, comme beaucoup d'autres patients et patientes. Et je sais que nous avons parlé déjà au préalable de chimique, le cancer du rein est une maladie tellement unique que ce que tu as traversé avec ton diagnostic et le traitement que tu as reçu, les traitements, un autre ou une autre patiente pourrait traverser exactement la même chose. Et deux possibilités, des réactions séparées euh, qui ne sont pas du tout les mêmes. À chaque fois, le parcours est unique. Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on prend la décision et on ne revient pas en arrière. Prendre cette décision n'a pas été simple. Ça a été un chapitre horrible de ma vie euh, dans lequel j'ai vécu. Et ensuite, je l'ai fermé. Une fois que j'ai pris ma décision, j'ai fermé ce chapitre. Elle était faite, elle était prise. Mais prendre cette décision, j'ai très certainement rendu tous les spécialistes fous avec le nombre de questions que j'avais à leur poser. Et, et vous savez, j'avais des comportements où je recherchais de la rassurance tout le temps, d'être rassuré tout le temps. Pendant cette phase de temps, j'avais besoin, je cherchais les réponses que je voulais et non pas les réponses qui étaient la vérité. Oui, on fait tous ça, bien sûr. Et donc, si vous ne disiez pas ce que je voulais entendre, ben, j'allais voir quelqu'un d'autre pour qu'il me dise ce que je voulais entendre. Et au final, je commençais à avoir quand même toutes les mêmes réponses de tous ces gens différents. Et donc, j'ai commencé à, ouais, je me souviens qu'on a eu une conversation quand tu essayais de prendre cette décision, c'est vrai. Et donc, je comprends tout à fait. Et chaque patient, patiente qui a pris ces décisions, qui a des décisions à prendre, j'espère qu'ils en apprendront de ton histoire, qu'être son propre défenseur, faire du plaidoyer pour soi-même et faire un plan et ces indices temporels que tu as utilisés ou ces astuces, voilà, quand on t'amène à manger, c'est le moment où tu veux t'asseoir sur le bord de ton lit et continuer à faire des choses comme ça pendant le traitement. Voilà, on a ce signal, OK, c'est le temps de faire ça, tel exercice. Et ça, vraiment, c'est une stratégie d'apprentissage. Merci. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, et j'ai eu un plan de soins plus détaillé pour moi-même en termes de ce que je faisais. Je ne suis pas rentré trop dans le détail ici. J'ai surtout fait un aperçu général des bases. Mais c'est vrai que, parce que honnêtement, mon esprit, là, maintenant, tout de suite, il tournicote et je ne me sens pas particulièrement bien. Mais je suis toujours plus qu'heureuse de parler avec quiconque pour les aider, avec tout le monde, pour les aider à créer un plan qui marche pour eux, pour elles. C'est du sur-mesure. Il faut le faire autour de ses propres capacités, de ses propres habiletés, autour de votre ligne de base pré-opératoire aussi, selon comment vous êtes avant l'opération. Il y a des gens qui vont en opération avec des problèmes de mobilité, avec parfois des démences, quelles que soient les comorbidités que vous pourriez avoir ou qui sont des facteurs contribuants peut-être à ce que votre niveau de capacité va être après l'opération et donc, ça s'adapte. Vous pouvez tout de même toujours créer un plan sur mesure pour vous et pour qui vous êtes, quel que soit le point de départ auquel vous en êtes avant l'opération. Ça doit juste être altéré un peu, ajusté, mais n'importe qui vraiment peut regagner un sens de contrôle en tout cas. Et c'est vraiment le seul petit bout de contrôle que j'ai pu avoir. Et en continuant dans cette aventure sur toute cette année, vraiment de sentir que j'étais en mesure de partager avec d'autres. Le fait d'être ici aujourd'hui aussi, il s'agit de l'autonomisation du patient, de la patiente en l'occurrence, de la reprise de pouvoir, aller à des conférences, aller à des apprentissages. C'est aussi quelque chose qui peut aider beaucoup d'entre nous à s'en sortir également. Rencontrer, il faut voilà, être là où on en est, rencontrer les autres là où ils en sont, devenir créatif, trouver des idées pour travailler avec les problèmes de santé mentale, les problèmes de santé etc. Et leur propre plan, oui. Et tu parlais vraiment de- du côté mental et émotionnel. On l'a entendu de manière répétée aujourd'hui, effectivement. Donc, on ne veut pas oublier ça ou le mettre de côté. Je vais juste te poser deux questions rapidement de Russell. Est-ce que tu as trouvé réduire le, réduire le niveau de stress? Est-ce que ça passe par partager
partager avec transparence avec tes amis et tes amis de soutien, partager ton aventure du cancer et avoir donc ce plan de soins personnels. Alors, être transparente avec mes amis et ma famille, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple d'être transparente et honnête, enfin, avec des gens qui ont déjà traversé ça, en fait. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était presque un déclencheur triggering d'être vraiment transparente avec mes amis et ma famille. Je préfère ne pas trop en discuter avec eux. Avec eux, je veux juste être moi. Ne veux pas être les questions de comment tu te sens. C'est une question qui est pleine de sens maintenant que je suis dans cette situation. Est-ce que tu vas bien? Et donc, je veux juste être moi. Je veux être Alana auprès de ma famille et de mes amis. Et si j'ai quelque chose à partager avec eux, je vais le partager et je vais partager le montant que je veux partager, ce que je veux partager. Et je ne veux pas qu'on me pose trop de questions en dehors de ce que j'ai partagé. Je ressens presque inamical dans ce que je suis prête à tolérer en termes de ce que je partage avec ma famille. Et je sais que c'est très difficile pour mes amis et ma famille parce qu'ils m'aiment énormément. Mais maintenant, mon mari sait tout, bien sûr, et il est vraiment la personne avec qui je suis transparente et honnête. Mais en termes de ma mère, de mes enfants, je dois avoir ma vie normale, en fait. J'ai besoin de ma vie normale et je dois juste être moi. Et donc là où je suis vraiment dans une transparence totale, c'est vraiment avec les gens que je rencontre sur ces groupes. Euh, et ça, c'est là où vraiment j'obtiens ce dont j'ai besoin. J'entends ce dont j'ai besoin, je garde ce dont j'ai besoin et je le partage moi aussi à d'autres. Et c'est vraiment dans ça que j'essaye de m'engager, d'aider les autres autant que je les autorise à m'aider. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette réponse. Moi, je suis exactement la même. Très peu de conversations, seulement si besoin, si nécessaire, avec les amis et la famille. Parce que c'est vrai que c'est une vie un peu séparée. Et quand j'amène, moi ayant été diagnostiqué il y a tellement longtemps, maintenant c'est presque un état de déni famille. Et je ne leur en veux pas pour ça. C'est juste que c'est une longue période de temps. Et à cause de ma situation, je dois toujours, quoi qu'il se passe à l'intérieur de moi, je ne se montre pas à l'extérieur. Je ne le montre pas. Et donc, j'ai toujours l'impression, ah, tu as l'air d'aller très bien. Oui, oui, tu vas bien. Et donc, je suis sûr que beaucoup de personnes ici présentes vont ressentir la même chose. J'ai une autre question. Est-ce qu'ils t'ont dit, lorsqu'ils t'ont fait sortir de l'essai clinique, dans quoi tu étais? Non, je crois que non. Comme techniquement, je n'ai pas eu de retour de la maladie, je suis toujours dans l'essai clinique. Voilà, je suis techniquement toujours dans un essai clinique. On est dans l'essai clinique, on fait partie de l'essai clinique jusqu'à ce que la maladie revienne. Parce que si elle revient dans ce cas, ça n'a pas marché. Mais techniquement, ça fonctionne encore, c'est toujours dans mon corps. Et tu es donc toujours dans l'essai clinique. Et donc, je fais toujours partie de l'essai clinique, oui. Je crois que lorsque je sortirai de l'essai clinique, on me le dira. Je crois que là, on me dira du coup ce que j'ai reçu. Mais personnellement, je sais que j'ai eu le vaccin. Je le sais. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. J'y crois. Moi, j'y crois aussi. Il s'est passé trop de choses pour que je n'y crois pas. Ok, on ne pourra jamais te remercier suffisamment d'être venu, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Je serai en contact avec toi certainement dans la semaine qui vient ou après pour avoir peut-être juste une conversation parce que ce que tu nous as fourni ici est vraiment d'une valeur immense et j'aimerais beaucoup avoir ton papier, ta ressource, qu'elle apparaisse sur notre site internet pour qu'elle puisse être partagée avec d'autres patients, patientes et les aider autant que toi, tu nous as aidés. Merci, merci de m'avoir accueilli ici. Pas de problème. Prends soin de toi. Tout le meilleur, tout le meilleur. Merci beaucoup, Christine. Eh bien, c'était tellement plein d'impact, c'était plein d'émotions. Cette présentation, je ne peux jamais remercier Alana suffisamment. On a pu commencer à parler, elle et moi, quand elle a eu son diagnostic. Et quelle aventure elle a traversée. Je vais maintenant prendre un petit peu de liberté ici et je vais faire une ou deux annonces, mais je vais les changer légèrement parce que nous avons encore un patient, une histoire de patient, de patiente excellente à partager, une conversation entre Phil et moi. Je vois que Phil est là. C'était tellement une bonne présentation à Atlanta que je voulais vraiment qu'elle soit capable de finir. Pardon, Alana, du coup. Et merci d'avoir attendu. C'était tellement une bonne présentation. Merci. On va pouvoir continuer avec le reste de notre ordre du jour. Mais avant, j'aimerais vous présenter. Pardon, Phil, je suis désolé, c'est très dur de suivre après cette personne et son histoire, mais je sais que tu vas très bien s'en sortir.
parce que tu as une histoire unique, toi également, et tu es un très très bon conférencier ou messager. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à Phil. Merci. Et Phil, on va prendre on va enlever le nom du milieu et on va se faire rejoindre par Phil. Merci. Phil, je sais que tu es là. Est-ce que vous Phil, je pourriez... sais que t'es là, je te vois. Ah, je vois ton arbre de Noël, c'est magnifique. Merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter, t'introduire un petit peu? Je vais le faire, pas de souci. Je m'appelle Phil Rivard, donc déjà, ça a été une journée très pleine d'informations de la part des docteurs, des chercheurs, Alana, toi-même. Merci, vraiment. Avec plaisir. Toutes ces informations rentrent dans la tête de Phil quelque part. J'ai été diagnostiquée avec le cancer du rein en juin 2023. J'ai eu deux opérations ensuite pour essayer de l'éradiquer. Ça n'a pas fonctionné. Mai 2023, donc, j'ai eu une néphrectomie totale. J'ai perdu le haut de ma vessie. Donc, ça s'est malgré tout répandu dans ma vessie par la suite. Et dans les différents dialogues et le récit et les rapports post-opératoires, on a eu UCC, RCC, TCC comme initiales qui se sont répandues. En gros, j'avais trois choses en même temps. Je peux dire que c'est un voyage, voilà. Moi, en tout cas, j'aime utiliser ce mot. C'était un vrai parcours. C'est un terme que j'utilise. Lorsque j'étais diagnostiquée pour la première fois, c'était un trou. J'étais dans un trou noir j'étais très bas. Avec l'aide de KCC, Cancer du Rein Canada et vous-même, avec l'information que j'ai reçue, j'ai pu trouver la racine de cette période très compliquée. Je ne l'ai pas demandé, je l'ai obtenu et j'y suis allée. C'est la mienne. Ce n'est pas qui je suis, mais c'est ce avec quoi je vis. Donc les chiffres sont là, les nombres sont là. J'ai pu jouer avec les statistiques, essayer de négocier. J'ai vécu avec et je me suis battue. C'est pas une bataille, mais ce n'est pas une bataille, c'est un style de vie. Je choisis d'être en partenariat avec mon oncologue, mon docteur, mon urologiste, mon docteur donc et également le cancer du rein Canada pour que ça ait du sens pour moi. C'est comme si on marche donc sur une plage, on marche sur une plage et voilà, on essaie de s'avancer pas à pas. Lorsqu'on regarde en arrière, on voit que les pas ont disparu dans le sable. On avance. À travers le chat, j'ai appris, à travers mes expériences également dans ma vie, que j'ai deux manières de prendre cela, d'accepter cette information. Soit ça va avoir un peu un impact négatif ou positif, et je préférerais le positif. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai toujours été ici pour le cancer du rein Canada, parce que vous m'avez donné vraiment une deuxième option de vie, et voilà. Même si tous les diagnostics ne sont pas les mêmes et que tous les résultats ne sont pas les mêmes, nous sommes tous sur des voyages différents. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais le résultat final, c'est d'avancer. On est au-delà du temps, du blâme. Le blâme, voilà, ça peut pas changer ma vie. Ça ne changera rien. Demain, ça sera un jour différent et je devrais avancer. Ce que j'ai fait, et j'ai regretté de le faire, c'est de tomber dans cette spirale de Docteur Google. J'ai vraiment mal lu tout ce qui était là. Et à 3 heures du matin, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, waouh, mais en fait, tu t'es trompée. Et j'ai choisi le bon chemin. J'ai utilisé les bonnes ressources. J'ai vu Cancer du Rein Canada, le système de santé directement, d'autres sites.
Et en fait, j'étais dans une situation beaucoup plus compliquée que ce que j'étais. Donc avec vous, grâce à vous, avec votre aide et le chat, et le groupe du chat était vraiment merveilleux. Différentes personnes. On est tous de différentes parties du Canada. On a tous le cancer. On a tous un lien commun pour partager nos expériences, pour que d'autres personnes puissent apprendre de leurs expériences. C'est un peu comme le fait d'avancer. C'est où est-ce que j'en suis maintenant? Euh, Comment est-ce que j'en suis arrivée? Est-ce que ça a fonctionné? Je vais essayer ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis un papier avec tous mes rendez-vous. Là, je suis au 90e. C'est-à-dire prise de sang, procédure. C'est vraiment fun, hein, tout ça, hein. Les consultations, etc. Bref, les choses avancent. Il n'y a pas grand-chose que moi je peux faire pour le moment. Ma dernière ressource, c'est que j'ai des cellules cancéreuses non agressives qui fait partir de UCC. C'est différent. C'est une manière différente de se comporter. C'est au-delà du RCC. Donc, ça décale, en tout cas, ça permet, voilà, mes traitements fonctionnent. Et comment est-ce qu'ils appellent ça? Mon ECG fonctionne. Pour le cancer de la vessie, je prends la chimiothérapie, ça n'a pas fonctionné. Donc ensuite, j'ai pris l'immunothérapie. Euh, Ça semble fonctionner. Alors, je ne peux pas lire le futur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais cependant, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Merci. Merci, Phil. C'est en effet euh, une situation très intéressante dans laquelle tu es rentré. Donc, tu sais que tu t'attendais, premièrement, que tu avais uniquement le cancer du rein, et ensuite, tu as eu un autre coup, et un autre coup. Et je déteste utiliser cela, mais en fait, tu as avancé avec les coups que tu as reçus et tu t'es relevé. Pas pour diminuer, bien sûr, l'aspect mental et l'angoisse émotionnelle que tu as reçue, tout autant que la physique. Tu as parlé de la stéthoscopie et ça, c'est vraiment physique. Euh, c'est un voyage complet et on utilise le mot parcours parce qu'il a été utilisé tellement, mais tout le monde est unique, tout le monde est différent. Et pourtant, nous sommes tous sur dans le même bateau. Donc, il est vraiment merveilleux lorsqu'on peut se lier ensemble et tu as mentionné les chats, les conversations café. Tous dans la conversation café, on est différents. Ce qu'on traverse est différent et pourtant, nous sommes dans le même bateau. Donc, ce que tu as partagé aujourd'hui, c'est ce qui fait toute la différence pour beaucoup d'entre nous ici. Et je vois certains de tes amis de la conversation café. Et je veux leur dire également que j'espère que vous et Alana avez bien vérifié le chat parce qu'il y a de très beaux commentaires de personnes qui vous soutiennent euh, et que vous pourrez très certainement connaître. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours et j'espère vous voir, si vous le pouvez, si vous n'êtes pas le long de de cette, de cette plage. J'aimerais bien en discuter de cela. Ça, c'est quelque chose que j'admire vraiment. J'admire vraiment chez toi parce que tu vis ta vie au max. Tu voyages, tu ne laisses pas tout cela t'abattre. Tu coordonnes avec ton docteur. Je sais que tu as une très bonne équipe pour que tu puisses faire des choses qui rendent ta vie, qui donnent de la valeur à ta vie. Vas-y. Il faut, en fait, on n'a pas le choix. Euh, alors là, j'ai un commentaire dans le chat, donc de Mexique la semaine prochaine. Oui, en effet. Dans le travail que je faisais à l'époque, il y a des années, j'aurais dû, c'était un terme assez commun pour beaucoup de personnes qui devaient travailler avec des clients. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Oh, j'aurais dû, j'aurais pu. Je voulais pas être dans cette mentalité.
Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui si ce n'était pas pour euh, ce que j'ai appris dans le passé. Certaines personnes dans ma famille ou dans ma profession sont dans une situation compliquée et après quelque temps, ça peut être lourd pour certaines personnes. Je préfère, voilà, prendre la charge de ma vie. Si ça va être compliqué, ben, je vais m'amuser à travers le chemin. Une chose que j'ai appris aujourd'hui, et c'était vraiment, j'étais émerveillée par le partage des docteurs et à quel point ils ont été ouverts par Alana, la patiente et l'infirmière également, où j'ai été pendant 3 jours dans un de ces centres. Et le cancer du rein au Canada. Tu connais mon opinion sur ça. Je trouve que c'est vraiment profond et il est temps que nous puissions collaborer de manière plus efficace parmi les autres groupes. Je suis d'accord. J'ai le cancer de la vessie et je préfère rester avec un seul groupe plutôt que de passer autre part. Je suis content d'être resté également. Et on sera encore plus content plus tard lorsqu'on verra les résultats et que ça avancera. Donc, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de partager. J'espère que tout le monde aura un parcours fantastique. Il est à vous et avancez. Ça fait partie de vous. Vous ne pouvez rien en faire. Merci. Merci, Phil. Prends soin de toi. Et bon voyage. Oui, je le ferai. Il y a deux partages de patients qui font vraiment des différences pour nous tous, je pense. Je sais que c'est le cas pour moi et c'est pourquoi. euh, Ces personnes ont de l'importance pour moi, vraiment.